Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 13e édition du prix du métro Goncourt. Voilà, je suis en compagnie de Estelle Sarabul, qui est notre lauréate 2019, qui va nous accompagner toute cette soirée et qui remettra tout à l'heure son prix au lauréat de cette année. Bonsoir Estelle Sarah. Bonsoir. Alors, voilà, c'est bien sûr une édition un petit peu particulière cette année, puisque Covid oblige, tous les événements présentiels, comme on dit maintenant, sont transformés en événements numériques. Alors, on va essayer de s'adapter, de relever le défi. Quoi qu'il en soit, nous étions déterminés à ce que ce prix se déroule cette année, que le Covid n'interrompe pas cette transmission, cette chaîne d'une édition à l'autre. Alors, comme chaque année, je vais commencer par vous dire quelques mots sur l'agence et les événements qui ont marqué l'année 2020. Ce sera très rapide, ne vous inquiétez pas. Alors, contrairement à ce qui se passe d'habitude, on ne pourra pas cette année vous présenter un petit spectacle. On avait lancé cette tradition à l'occasion des 10 ans du prix du métro Goncourt. En revanche, je vous invite à regarder sur notre page Facebook, l'adresse, le lien s'affiche sur vos écrans, le spectacle que nous vous avions présenté avec la compagnie de l'Orange Bleu l'année dernière, qui a été récemment tourné dans le cadre du confinement d'ailleurs, et qui est donc fait l'objet d'une vidéo que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. Alors, pour compenser d'une certaine manière le fait qu'on ne puisse pas cette année vous présenter de spectacle, on va en revanche essayer d'organiser des échanges dans le cadre de cette édition 2020 avec le lauréat, avec Estelle Sarah qui est là, et une petite séance de dédicace voilà, à distance, pas comme les autres, mais que je vous décrirai tout à l'heure. En tout cas, je vous invite dès à présent à utiliser le chat qui vous est proposé sur la droite, en haut à droite de vos écrans. Vous pouvez de cette façon vous exprimer tout au long de cette soirée, tout au long de cette cérémonie, avec voilà, vos étonnements, vos réactions, vos questions aussi. Et nous en ferons les interprètes tout à l'heure, quand le prix aura été remis au lauréat, que vous allez découvrir en direct avec nous. Et Anne, qui est notre collaboratrice, nous rejoindra sur cette scène virtuelle pour poser voilà, à Estelle Sarah et au lauréat les questions que vous aurez posées sur le chat. Voilà, donc on va démarrer. Comme je vous l'ai annoncé, je vais commencer par vous parler de cette année 2020 et je vous propose, une fois n'est pas coutume, pour cela, d'emprunter avec moi le métro. Alors, on va l'emprunter bien sûr métaphoriquement, je vous rassure, voilà, nous arrêter à quelques stations. Et vous allez découvrir qu'effectivement, comme beaucoup d'entreprises, cette année, nous avons dû effectuer quelques bifurcations, quelques détours. Crise sanitaire oblige, mais voilà, nous arrivons quand même, et vous allez voir comment, à bon port, à l'heure dite, au métro Goncourt, bien sûr, pour cette soirée. Alors, quelle station avons-nous emprunté cette année? Vous le voyez, la première, c'est peut-être le métro Convention. Alors, pourquoi Convention? Eh bien, c'est voilà, assez naturel que je vais vous parler de télétravail. Voilà, crise sanitaire, encore une fois, oblige. Cette crise sanitaire nous a obligés finalement à réinventer beaucoup de façons de travailler au sein de l'entreprise, avec nos clients, avec nos partenaires. Ça a été une année véritablement d'échange, d'innovation, d'investissement aussi. Voilà, ces solutions logicielles, le matériel qui est nécessaire pour que ça fonctionne, tout ça, ça a fait partie de nos réflexions, de notre quotidien. Voilà, finalement, une nouvelle convention professionnelle quasiment qui s'est dessinée au fil de cette année, qui, de ce point de vue-là, s'est révélée finalement très, très créative et très intéressante. Alors, deuxième station à laquelle je vous invite à vous arrêter avec moi, donc c'est le métro Couronne. Alors, pourquoi Couronne? Eh bien, parce que cette année, on s'est pas mal tourné vers les réseaux sociaux. Le monde numérique a progressé très vite et on s'est amusé à distribuer, alors c'est pas le prix du métro Goncourt, là c'est un petit peu moins sérieux, mais des prix aussi, en tout cas un classement, celui du top 50 des communicants publics sur Twitter, voilà, en exploitant à travers
des outils automatiques d'analyse des données, du big data sur Internet. Voilà, toutes sortes d'algorithmes qui nous permettent de faire ces classements et qui ont fait un vrai petit buzz sur Twitter au cours de toute cette année. Voilà, de façon plus sérieuse, on a également créé un outil qui s'appelle la Vox Populi et qui permet de tirer des analyses sur des très grands volumes de données de contributions citoyennes et qui sont, on l'espère en tout cas, utiles pour les prises de décision de nos clients. Alors, troisième station de métro, c'est chemin vert. Alors, chemin vert, pourquoi? Ben là, je vais faire allusion, vous vous en doutez peut-être, aux élections municipales qui ont vu arriver à la tête d'un certain nombre de mairies des élus écologistes. Voilà, donc cette nouvelle trajectoire très marquée par ce courant politique. Mais au-delà de ce petit clin d'œil, ce que je voulais souligner, c'est que cela nous met dans une dynamique de nouveaux mandats, avec de nouveaux projets et des besoins d'accompagnement de nos clients en matière de communication et de participation, puisque c'est vraiment une des grandes nouveautés, en tout cas pas une nouveauté, mais un des grands phénomènes qui s'amplifie avec ce mandat, c'est cette capacité à prendre de plus en plus et de mieux en compte la parole des citoyens dans l'exercice des mandats locaux. Voilà, peut-être une dernière station avant d'arriver à notre métro Goncourt. On va s'arrêter au métro Télégraphe. Alors, ça va me permettre d'évoquer une initiative qui est maintenant presque aussi ancienne que le prix du métro Goncourt, qui est le baromètre de la communication locale, une étude que nous publions tous les 2 ans avec l'Institut Harris Interactive et qui nous permet de mesurer l'usage que font les Français des supports de communication que les collectivités locales leur proposent. Alors, bon, il n'y a pas le télégraphe encore dans le palmarès des outils que l'on teste. On est sur des outils un peu plus modernes, mais néanmoins, voilà, c'était le petit clin d'œil qui me permettait de vous parler de cette étude que vous pouvez consulter, bien sûr, sur notre site Internet et qui marque de fortes évolutions et qui, pour beaucoup, d'ailleurs, ont été accentuées par la crise du Covid, et notamment avec le recours accentué donc, aux outils numériques. Voilà, alors, bon, on arrive au métro Goncourt. Je ne peux pas résister au plaisir d'évoquer quand même le métro Pasteur, on va s'arrêter très bientôt pour le vaccin attendu, et puis le métro volontaire, parce qu'on ne lâche rien et qu'il va falloir se battre pour se sortir de cette période. Mais voilà, donc nous sommes au métro Goncourt pour le moment, et on va passer à notre cérémonie à proprement parler. Et donc, avant de passer la parole à Estelle Sarah, je vais demander à Sandra Gérard, que les habitués du prix connaissent bien, qui est, bonsoir Sandra, qui est à l'agence et la grande organisatrice de ce prix. Voilà, nous permettons d'être assis côte à côte sans masque, parce que vacances de Noël approchant, nous avons réalisé les tests qui nous permettent de le faire sans prise de risque. Et donc, je passe la parole à Sandra qui va nous expliquer, notamment pour ceux de nos auditeurs qui ne le savent pas, ce que c'est que ce prix et comment il a été organisé cette année si particulière, avec 2 confinements et un couvre-feu. Ce prix, c'est la 13e édition, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y avait 12 premiers romans en compétition cette année, sachant qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne sélectionne que des premiers romans. Ils ont été lus par un jury qui est composé de 20 personnes, dont nos partenaires qui sont les 2 librairies du quartier, à savoir Libre à lire et les Guetteurs de Vent. Je voudrais remercier le jury pour son implication sans faille tout au long de cette année qui a été quand même assez particulière pour chacun d'entre nous et qui pendant 9 mois, c'est-à-dire de janvier à septembre, a lu ces 12 premiers romans pour finalement n'en retenir que 4 fin octobre. Les 4 finalistes sont donc cette année Le Tiers-temps de Maëlys Bessery qui a été publié aux éditions Gallimard, La chaleur de Victor Gestin chez Flammarion, Ce que je suis d'Olivier Dorchamp chez Finitude et enfin Il est juste que l'effort soit frappé de Thibaut Bérard aux éditions de l'Observatoire. Quel suspense! Quel suspense!
Début novembre, le jury s'est réuni, enfin par vidéo et donc à distance, bien évidemment, mais cela ne nous a pas empêché d'avoir, comme chaque année, des discussions passionnantes autour de ces 4 ouvrages, des échanges tout aussi animés, qui ont été présidés par Estelle Sarah. Bonsoir Estelle Sarah. Enfin, bon. Bonsoir. Je vais te laisser nous raconter ton expérience de présidente du jury, puisque tu étais en tant que lauréate 2019 et bien présidente du jury 2020. Donc ton expérience de présidente tout au long de cette année, et puis nous annoncer du coup enfin tant attendu le ou la lauréate 2020. Voilà, j'ai un peu de mal avec les années, et qui va du coup cette année de manière virtuelle dans un premier temps recevoir le fameux maintenant Bouddha d'or. Il ou elle le recevra de tes mains propres plutôt en 2021. Oui, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec tout le monde, même si c'est dans des conditions exceptionnelles. Et pour moi, ça a été une année avec vous assez exceptionnelle aussi, puisque c'était la première fois que j'étais présidente d'un jury littéraire. C'était d'ailleurs la première fois que j'étais présidente de quoi que ce soit, donc c'était vraiment une première. Et ça a été un parcours très, très agréable. Je dois dire que quand j'ai reçu le prix l'année dernière, le fait de participer à un jury littéraire était une des choses que j'attendais avec le plus d'impatience. Et donc, j'ai pas été déçue puisque régulièrement, plusieurs fois par mois, Sandra m'a très, très précisément envoyé tous les livres, les 12 livres de la liste. Et j'étais toujours ravie de pouvoir découvrir de nouvelles voix, de nouveaux auteurs. Et finalement, ce prix, c'est une façon pour moi, en tant qu'écrivaine, de prendre un peu la température de ce qui se passe aujourd'hui dans la littérature française. Donc, c'était vraiment très, très utile pour moi et très enrichissant, en dehors même du fait qu'il y aurait à choisir un lauréat au final. Et puis, ensuite est arrivé le grand jour des délibérés, que j'attendais avec grand plaisir pour voir enfin comment ça se passait, puisque j'ai eu la chance de recevoir des prix, mais j'ai toujours été très curieuse de savoir comment ça se passait, s'il y avait des débats très virulents, des batailles, des claquements de portes. Enfin, j'espérais un peu tout ça. Bon, il n'y a pas eu tellement de batailles, en fait. J'ai pas eu de claquements de portes, mais on a eu des discussions très, très intéressantes et c'était tout aussi intéressant de voir quand on n'était pas d'accord, de voir sur quel point il y avait des divergences, qu'agréable de voir qu'on se rejoignait quand même beaucoup sur des auteurs, sur des romans qui nous avaient touchés, pour des raisons quand même assez proches les uns des autres et qui montrent quand même que la force de la littérature, c'est vraiment d'avoir une force universelle et qu'on puisse tous s'y retrouver, quels que soient nos parcours d'origine, voilà, d'être traversés par les mêmes émotions quand un texte fonctionne. Et donc, c'est vraiment très agréable en tant qu'écrivaine de constater ça. Alors, je ne vais peut-être pas faire durer le suspense plus longtemps. Et donc, vous annoncer qui prendra ma suite, qui aura ce plaisir pour 2020. Et donc, le lauréat de cette année est Olivier Dorchamps pour son roman « Ce que je suis ». Donc, Olivier va nous rejoindre, en tout cas, je l'espère. Bravo, Olivier. Bravo, Olivier. Bravo, Olivier. Viens avec nous. Le voilà, il arrive. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. J'avais prévu le masque, mais c'est pas dans la tête. Merci. Je suis très, très, très flatté à plusieurs titres de recevoir ce prix. Au premier titre, parce que même si je suis franco-britannique et que j'habite à Londres depuis mon adolescence, j'ai quand même grandi la plupart de mes jeunes années à Paris, au Terne, et que c'est un prix parisien à plusieurs titres, puisqu'il porte même le nom d'une station de métro. Ensuite, j'aime beaucoup le fait que ce soit un prix humoristique. Pour moi, ce sont toujours les meilleurs prix, en fait. Mais sérieux néanmoins dans le choix du Mais lauréat. voilà, en fait, les prix qui ne se prennent pas au sérieux sont souvent les prix qu'on doit prendre au sérieux, parce que ce sont des prix de lecteurs, ce sont des prix d'amoureux de la littérature, et ce sont des prix où il n'y a pas de tractation. Je pense je verrai ça quand je serai président, puisque Estelle Sarah a rappelé que ce serait ma tâche l'année prochaine. Mais j'aime beaucoup cette idée qu'il y ait une vraie discussion entre lecteurs de tous horizons
et pas seulement des lecteurs qui font partie du monde littéraire ou du monde des médias. Et je suis donc ravi à ce titre-là aussi que ce prix me soit décerné. Merci, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. La dernière chose que je voulais dire, bien entendu, concernant le prix, c'est que lorsque je vois la liste des 13, c'est ça, lauréats et lauréates qui l'ont reçu avant moi, je suis un petit peu dans mes petits chaussons parce que on a quand même Carole Martinez, Guy Bollet, Negar Javadi, évidemment Estelle Sarabul. Ça va être difficile de prendre la succession d'auteurs que j'admire à ce point et qui parlent souvent beaucoup mieux que moi, parce que quand je les entends à la radio, j'essaie de prendre des notes pour pas avoir l'air trop ridicule quand ce sera mon tour. Je ne suis pas un très bon orateur, comme vous le verrez. En dehors de ça, je crois que moi, je ne suis pas écrivain à l'origine. J'étais avocat, puis après, j'ai monté une société, et puis un jour, j'ai décidé d'écrire pour moi, en fait, parce que je crois que la première personne pour qui on doit écrire, c'est soi. C'est pas un lecteur particulier, c'est pas les journalistes, c'est pas les blogueurs littéraires, c'est vraiment pour soi. Et j'ai voulu écrire pour cocher cette case sur je sais pas comment on dit en français, ça veut dire bucket list, ma liste quoi, avant de mourir. Et j'étais très content que ce manuscrit reste dans ma bibliothèque et ne soit jamais lu, à part par certains copains qui passent me rendre visite à Londres. Et puis évidemment, ma mère, parce que la mère est toujours là dans le dos de tout le monde. Vous savez, si on n'a pas l'assentiment de sa propre mère, c'est toujours très difficile d'avancer dans la vie. Et ma mère l'ayant lu, mais moi j'ai une mère méditerranéenne, donc j'ai une mère qui est très exubérante, et bien entendu, tout ce que son fils fait est absolument exceptionnel, et elle n'a pas manqué à sa tâche de mère méditerranéenne de me dire que c'était magnifique. Donc, il a fallu que je cherche d'autres validations auprès d'amis. Au bout d'un moment, certains d'entre eux m'ont convaincu qu'il fallait l'envoyer à un éditeur, et j'en ai choisi 5. 3 éditeurs sont revenus de manière positive, et j'avais en fait envie que ce soit Finitude, parce que je voulais que ce soit un éditeur provincial, pour plein de raisons. Moi, je n'ai pas envie d'être dans le milieu germano-pratin littéraire. Je suis très content d'habiter à Londres, d'avoir un éditeur bordelais. Et puis aussi parce que j'aime l'idée d'une grosse petite maison d'édition, parce que Finitude commence à faire son trou, et j'aime l'idée de grandir avec mes éditeurs. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ces éditeurs-là, et ils ne m'ont pas fait honte, parce que je trouve que la couverture du livre est splendide. Et pour les personnes qui l'ont lu ou qui vont le lire, vous comprendrez l'image de la couverture à la dernière page. Pour moi, c'est très important. Je crois qu'un livre est non seulement un contenu, mais c'est aussi un contenant. Et lorsque l'objet est beau, on a encore plus de plaisir à lire. Et sans envoyer de fleurs à personne, je suis vraiment ravi de ce bouquin. Alors, comme je vous ai dit, on écrit pour soi jusqu'au moment où on tombe amoureux de ces personnages, d'abord du personnage principal, et ensuite on lui fait très vite des infidélités avec d'autres personnages. Et moi, je n'analyse pas trop, en fait, quand j'écris, les choses viennent naturellement, et puis il suffit que quelqu'un me dise quelque chose et un nouveau personnage éclot de cette conversation, et à chaque fois, je me rapproche de ce personnage-là, et j'ai toujours la tentation d'en faire le personnage principal, mais ce serait faire une infidélité à ce personnage principal que j'ai quand même construit. Et j'ai cette idée de tomber amoureux de ces personnages, parce que quand j'étais petit et que j'habitais en France, je regardais Apostrophe, bien entendu, comme la moitié de la France quand il existait 3 chaînes. Et j'étais toujours surpris par les écrivains qui disaient que ce ne sont pas eux qui écrivent, mais ce sont les personnages qui, à un moment, s'emparent du livre et mènent l'histoire. Et moi, j'en ai fait l'expérience. Et je dois vous dire que j'ai rarement pris de la drogue, d'ailleurs jamais, mais c'est très étonnant comme expérience. C'est très étonnant, et j'ai eu une expérience quasiment hallucinatoire. C'est-à-dire qu'un jour, je commandais un café à Londres, dans mon café régulier, et j'entends une voix derrière moi qui me dit, et pour moi, ce sera un nous-nous. Alors, le nous-nous, c'est le café que boivent les Marocains, et ça veut dire moitié-moitié, c'est moitié café, moitié lait, donc c'est un café au lait.
Et je vous assure, j'ai entendu cette voix et je me suis retourné et c'était mon personnage principal, Marwan. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ce personnage ne peut plus me quitter jusqu'à ce que j'ai mis le point final à ce livre. Et lorsque vos personnages dont vous êtes tombés amoureux, que vous avez porté en vous pendant, pour ce qui est de mon cas, presque 2 ans, lorsque vos personnages et leur histoire ont un écho chez des lecteurs, c'est un peu l'inverse de la double peine. C'est la double joie, en fait. C'est-à-dire que vous avez l'euphorie d'avoir terminé un projet, une deuxième euphorie qui est que ce projet va être publié, donc il va exister concrètement. Et puis, il y a cette troisième euphorie qui est la rencontre avec les lecteurs. Et lorsque les lecteurs vous disent votre histoire et vos personnages ont eu un vrai écho dans ma vie, je sais pas, c'est exceptionnel. On touche à l'universalité. Et je pense que la littérature, c'est ça. Et il y a tellement d'auteurs qui ne sont plus de ce monde auxquels j'aurais voulu dire vos personnages ont eu des échos dans ma vie. Vos personnages m'ont permis d'accéder à quelque chose dans ma vie. Vos personnages m'influencent encore dans ma vie depuis que j'ai 13, 14, 18, 22 ans et que je les ai côtoyés. Que je suis ravi à chaque fois que je reçois un prix de voir que certains lecteurs ont eu cette même vibration que celle que moi j'ai par rapport à d'autres auteurs vivants ou morts, mais que je n'ai pas pu rencontrer, à qui je n'ai pas pu exprimer cela. Voilà, c'est plus ou moins ce que je voulais vous dire sur le processus d'écriture et sur le fait que les prix, même si certaines personnes les snobent, sont toujours des récompenses qui ne sont pas essentielles, mais qui donnent un petit peu un sens parce qu'ils proviennent de lecteurs, qui donnent un petit peu un sens au travail d'écriture. Alors, merci de donner un sens supplémentaire à mon travail. Eh ben, merci vraiment à toi, Olivier. Je crois que tu n'as rien à envier à tes prédécesseurs en termes de qualité oratoire. C'était captivant. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Ce que je voudrais ajouter par rapport à ce prix que tu reçois si bien, de façon si juste en tout cas, c'est qu'effectivement, ce qu'on cherche à faire au-delà de l'humour et de la passion de la lecture, c'est aussi à donner notre petite impulsion à des récits qui nous ont plu pour faire en sorte que, voilà, ils rencontrent ces lecteurs, qu'ils permettent ce partage d'émotions. Et pour cela, je crois qu'au-delà du Bouddha qu'on a montré, qui symbolise le prix, pour cela, je pense que la vraie valeur de notre prix, c'est que on l'offre à tous ceux qu'on aime, à nos clients, à nos partenaires, à ceux qui font un bout de chemin avec nous. Et ça fait voilà, à peu près 300 petits départs de feu. Et on espère que ces gens vont l'offrir à nouveau et vont faire circuler ce livre et que d'une certaine manière, ça contribue à lui faire rencontrer son public. Et alors, d'habitude, tout ça se passe dans une pièce où tout le monde est là et où il y a une rencontre, il y a des échanges, il y a des dédicaces. Il y a du champagne. Il y a du champagne, évidemment. Et alors, cette année, il va falloir qu'on s'adapte, mais on va quand même faire tout ça. Je vais vous dire comment. Alors, d'abord, on va proposer à trois de nos amis, voilà, de venir successivement sur scène pour te poser des questions. Pourquoi pas Estelle Sarah également. On va commencer d'ailleurs, avant de les appeler, de voir ce qui s'est dit sur le chat. Et Anne donc va nous rejoindre pour se faire l'interprète de ce qui s'est dit et vous poser des questions qui auront été écrites pendant nos premiers échanges. Mais au-delà de ça, on va organiser le 1er mars. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez noter ça sur vos tablettes. Le 1er mars à 17h à l'Agence à Paris. Une rencontre qu'on espère cette fois en live, en vrai, avec Olivier et Estelle Sarah. Et vous aurez entre-temps reçu vos livres par la poste et vous pourrez revenir les faire dédicacer ici chez nous. Et il y aura du champagne, voilà. Pour ceux qui le souhaitent, on vous enverra un mail, bien sûr, pour confirmer tout ça. Mais donc, voilà, l'échange et la dédicace pourront avoir lieu et ça sera presque mieux puisque là, vous aurez eu le temps de lire le livre avant de venir rencontrer l'auteur, donc ça sera merveilleux. Mais donc, en attendant, on va organiser ce premier échange, et ce qui permettra d'ailleurs à Olivier, au moins pour les trois voilà, qui auront la chance de monter sur scène ce soir et
d'échanger avec toi, Olivier, de recevoir une dédicace personnalisée donc, et inspirée peut-être de ces premiers échanges. Voilà, donc avant d'initier, voilà, de faire venir nos amis, je vais demander à Anne de nous rejoindre et de nous dire ce qui s'est passé pendant nos discussions sur le chat de ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Alors déjà, félicitations Olivier. Donc les participants du webinaire sont ravis de se retrouver ce rendez-vous littéraire. Déjà, d'une part, tout le monde vous félicite. Et les gens sont ravis que vous ayez gagné ce prix. Alors, on a eu quelques questions pendant ce chat et pendant votre présentation, pendant le discours également de Estelle Sarah. Alors, on a eu en premier temps une question qui est destinée à vous, Olivier. On nous demande si vous pouvez nous décrire votre processus d'écriture et nous éclairer un petit peu plus sur la manière dont vous procédez pour écrire. Alors, excusez-moi, je m'interpose, une demi-seconde pour appeler Jacques Moise, qui va être notre premier interpellateur. Et pendant que Olivier répond à la question d'Anne, Jacques va nous rejoindre. En espérant que ce ne sera pas la même question que Jacques, mais de toute façon… J'en poserai une autre. Voilà, peut-être la première chose qu'il aurait fallu lui demander. Alors, le processus d'écriture, c'est difficile, à vrai dire, parce que moi, je n'ai pas étudié la littérature, je suis vraiment un autodidacte. Comment est-ce que j'ai procédé pour écrire? Écoutez, je vais vous dire exactement d'où a germé l'idée de ce bouquin. Il y a une quinzaine d'années, un de mes meilleurs amis, qui est français, mais dont les parents sont marocains, a perdu son père et il m'a dit que son père avait émis le souhait d'être enterré au Maroc. Et c'était un vrai problème pour cette famille parce que cette famille s'estime entièrement française, a très peu de lien avec le Maroc et elle s'est sentie trahie. Elle a estimé que le père trahissait en fait la famille et sa propre volonté d'avoir voulu émigrer en France. Et ça s'est arrêté là. Et pendant 15 ans, ça a mûri en moi parce que je me suis posé cette question, pas tout de suite parce que j'étais encore jeune, mais le questionnement de la double identité, en ce qui me concerne, il y a presque une triple, voire quadruple identité, d'être constamment entre deux pays, voire trois, et de ne pas vraiment savoir où j'allais terminer, même pour ma retraite, vous voyez. J'ai pensé que c'était une question qui était assez universelle et je me suis mis à y réfléchir. Et j'ai créé ce personnage, alors au début, simplement en m'inspirant de mon ami qui est professeur d'histoire et il ne s'appelle pas Marouane, mais ça s'est arrêté là. Mais je pense qu'il est très important pour écrire de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un de concret. C'est très important d'avoir en tête le visage de son personnage. Et Marouane, mon personnage principal, a le visage de mon ami Ramzi, donc à qui j'ai dédicacé le livre en première page. Et à partir de là, il suffit d'observer ce personnage qu'on a créé. Et ce personnage qu'on a créé va s'incarner dans pratiquement toutes les personnes qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va vous dire quelque chose, vous allez vous dire, je le reçois comme ça en tant que moi, Olivier, mais comment Marouane le recevrait? Qu'est-ce qu'il répondrait à ça, Marouane? Qu'est-ce qu'il dirait à quelqu'un qui lui dit, mais vous êtes français, mais pourtant vous n'avez pas un nom français? Qu'est-ce qu'il répondrait? Et à force de s'interroger soi-même sur ce que son propre personnage répondrait, on finit par prendre des notes, et ces notes font une petite boule de neige, et au bout d'un moment, on a assez de matériel pour commencer une histoire. Alors moi, mon gros défaut, c'est que je ne crée pas de scénario, c'est-à-dire que je ne sais pas où je vais. Et ça, je ne ferai pas cette erreur dans mes prochains bouquins parce que c'est très, très difficile de ne pas savoir où on va. Je ne sais plus qui a dit, avant de commencer à écrire, pensez à la fin, mais je crois que cette personne était très inspirée. Si vous ne savez pas où vous allez vraiment galérer. Donc, si je pouvais faire des recommandations du haut de ma première marche de premier roman, c'est partez de la fin. Sachez où va aller votre personnage, d'où il part et où il va. Et ensuite, tout le chemin se construira à force de l'accompagner, à force d'observer les autres. Moi, j'observe tout le monde, mais tout le monde. Je m'assois dans le métro et les gens sont embarrassés. Heureusement que maintenant, on a des masques. Ils sont embarrassés parce que je le scrute. Mais parfois, je scrute des choses qui n'ont aucun intérêt. Un trou dans un collant.
je vois une dame avec un trou dans un collant et je m'invente une histoire. J'ai dit, mais comment elle s'est fait ça? Elle n'a pas pu sortir chez elle ce matin avec un trou dans son collant. Donc, je m'invente une histoire. Elle s'est sans doute accrochée à quelqu'un dans la rue ou elle a essayé de sauter le portillon du métro. Enfin, et voilà. Et toutes ces choses-là, toutes ces anecdotes, à force, génèrent, comme je vous disais, cette petite boule de neige et on se met à écrire. Et je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais moi, c'est mon processus d'écriture qui est très arborescent. Comme vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Mais heureusement, j'ai un éditeur qui me coach un petit peu. Alors, deuxième et sûrement dernière question avant de passer la parole à nos invités. On aimerait savoir, alors sûrement quelqu'un a posé la question, quelqu'un qui est pressé de vous lire et de vous relire, sûrement, qui demande si l'écriture d'un second livre est au programme. Alors, elle est en cours, mais je n'ai pas la date de publication, mais je suis en train d'écrire un deuxième roman. C'est difficile parce que même si je consulte mes éditeurs de temps en temps, j'aime bien quand même leur proposer un projet qui est déjà abouti. Et le problème de cela, c'est que quand vous fournissez un projet abouti à vos éditeurs et qu'ils ne sont pas convaincus, eh bien, et qu'ils reviennent vers vous, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail de réécriture. Et c'est ce qui s'est passé pour mon deuxième roman. Mes éditeurs n'étaient pas convaincus du projet que je leur avais soumis. Donc, je suis en train de complètement réécrire. Et je ne sais pas quelle va être la date de parution, mais je suis en plein dedans. Ben, on suivra ça avec intérêt. Et je voudrais en profiter pour retourner cette question, diriger cette question vers Estelle Sarah également, parce que c'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'on remet un prix. Pour ceux qui ne le savent pas, le prix du Métro Goncourt, c'est un prix de premier roman de langue française. C'est les deux seuls critères, un premier roman de langue française. Et donc, qui dit premier roman dit qu'est-ce qui se passe après? Alors, Estelle Sarah, où est-ce que tu en es, toi? Alors, mais moi, j'ai sorti mon deuxième roman, mais c'est un roman pour la jeunesse qui est paru à l'École des loisirs. J'avais pas spécialement l'idée au départ d'écrire pour la jeunesse, mais il se trouve que c'est l'École des loisirs qui est venue me solliciter. Et je me suis dit pourquoi pas écrire pour cette tranche d'âge qui sont là, en l'occurrence les 9-12 ans. Donc, j'ai écrit ce deuxième roman qui est sorti tout début 2020. Et là, je suis en train d'écrire mon deuxième roman de littérature qu'on dit générale, donc pour les éditions Liana Lévy, qui sortira en septembre prochain, septembre 2021. Je crois que tous nos lauréats ont écrit un deuxième roman, Sandra. Ouais, tous. Et là, je vais appeler sur scène notre deuxième invité qui est Andréane Le Carpentier. Et puis, je vais passer la parole à Jacques Moisse, qui est inspecteur général en charge de la communication au service public de Wallonie. Donc, je vous laisse poser votre question à Olivier. Très bien, bonsoir à tous. Tout d'abord, évidemment aussi mes félicitations. Un premier roman, c'est évidemment très important, j'imagine, dans la vie de quelqu'un qui a passé des heures sur sa page à écrire, à réfléchir, à observer, comme vous le dites, la vie de ses contemporains. C'est une question d'un Belge posée à Paris à un franco-britannique qui écrit sur le Maroc. Donc, je pense que c'est intéressant. Donc, on a toujours dit qu'un roman réussi, c'est quand le singulier rejoint l'universel. Et vous en avez parlé un petit peu. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, serait la particularité de cette histoire que vous souhaiteriez mettre en exergue au-delà de la thématique de l'identité? Ce serait une première question. Quelle est sa typicité de ce roman selon vous-même? Et deux, est-ce que ça a été difficile? Et comment vous avez choisi le titre? Est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Voilà, une petite question. Merci. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que ma grand-mère est gantoise. Donc, voilà. Mais votre gouvernement a refusé de me donner le passeport belge parce que ça passait par les femmes, ce que j'ai trouvé extrêmement misogyne. Quand c'est une grand-mère, vous n'avez pas le droit au passeport. Et bref, donc je me rapproche de vous, en tout cas dans ma belgitude. Alors, merci. Je saisirai le gouvernement belge, je vous promets. Pour ce qui est de la typicité de mon livre, oui, je suis d'accord avec vous que un roman réussi, c'est lorsque la singularité rejoint l'universel. Je crois que c'est même le but de la littérature. C'est le but de trouver des universalités qui permettent justement à un lecteur
de lire des choses que lui n'aurait pas forcément exprimées de la même manière ou n'aurait pas forcément pu exprimer, ou comme m'a dit un monsieur que j'ai rencontré lors d'une rencontre à Périgueux, il m'a dit « Vous avez trouvé les mots que je n'ai pas le droit de dire ». Ce qui est très touchant parce que cette personne avait immigré du Maroc et était tombé amoureux d'une Périgourdine et ça faisait 40 ans qu'il était installé là-bas. Et il était d'un milieu très simple et il me dit il y a des choses que je ne peux pas dire. Je ne peux pas les dire au pays quand je rentre. Je ne peux pas exprimer finalement beaucoup des griefs que je peux avoir contre les personnes qui sont restées là-bas parce qu'elles ne se rendent pas compte à quel point ça a été dur de venir en France. Alors, la typicité de mon roman, je crois que ce sont deux choses. Le thème de l'identité qui est vraiment le thème de roman. Ce n'est pas un roman sur l'immigration. Ce n'est pas un roman sur le Maroc. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Maroc, bien sûr, mais je ne suis pas marocain, donc je ne pouvais pas toucher à cette culture autrement qu'en tant que touriste. C'est pour ça que mon personnage principal, Marwan, heureusement, est français, a grandi en France, et pour lui, le Maroc est un pays familial, mais qu'il envisage toujours comme un touriste. Il y retourne sans vraiment parler bien le dialecte, il y retourne en tant qu'étranger. Donc, j'ai voulu parler d'identité principalement, et le personnage aurait pu être chinois, espagnol, portugais, ça n'avait pas d'importance. Et ces thèmes me touchent personnellement, puisque moi, j'ai une crise identitaire qui est, je crois, permanente. La manière dont je l'ai traité, c'est non seulement par le deuil, parce que je crois que lorsqu'un deuil survient, beaucoup de choses sont remises en question dans nos vies, beaucoup d'interrogations surgissent, beaucoup de questionnements trouvent des réponses, ou parfois n'en trouvent pas, et ces réponses, il faut aller les chercher. Et je pense que, je ne veux pas en dévoiler trop sur le roman, mais je pense que le père du personnage, lorsqu'il demande, lorsqu'il émet le souhait d'être enterré au Maroc, a une espèce de petite idée que ses enfants, il a 3 fils, vont finalement accepter la dualité de leur être et la dualité de leur identité grâce à ce voyage forcé vers le Maroc. Ensuite, j'ai choisi d'avoir 2 des frères qui étaient des jumeaux. Parce que leur approche de l'identité, leur approche de ce combat perpétuel qui est de savoir mais où est-ce que je me place? Est-ce que je suis marocain? Est-ce que je suis français? Est-ce que je suis un peu l'un, un peu l'autre? Et surtout, est-ce que j'ai le droit un jour de décider ce que je suis ou est-ce que les autres vont constamment m'imposer leur vue de qui je suis? Cette question, donc, lorsqu'elle est abordée par des jumeaux, je trouve, revêt un intérêt particulier parce qu'on a toujours l'impression que les jumeaux bien sûr, proviennent du même œuf, si vous voulez. On a toujours l'impression qu'ils vont raisonner de la même manière. Or, dans le cas de mes 2 personnages, il y en a un qui déteste son origine marocaine, mais la déteste au point de changer de nom. Et un autre qui essaye de l'accepter, mais il va essayer de le faire de manière beaucoup plus généreuse, en fait, en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Et au bout d'un moment, ces 2 êtres se retrouvent. Et c'est ce que je voulais, en fait. Je voulais que mes personnages aient une réconciliation au sujet de ce dilemme et de ce combat entre eux, à vrai dire, parce qu'ils s'opposent durant tout le bouquin sur cette question d'identité. Et ensuite, le titre, ce n'est pas le titre original. La raison pour laquelle il y a des oranges sur la couverture, c'est parce que mon titre original, c'était « À l'ombre des orangers ». Et mes éditeurs m'ont dit de manière humoristique que ça faisait un petit peu… Proustien. Non. Ils m'ont parlé de… Je ne sais plus comment ils… pas j'aime lire, mais enfin, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai accepté de changer le titre parce que je n'ai pas ce genre d'ego, à vrai dire. Et puis, un titre, c'est toujours un titre de travail. Ce genre de choses peuvent être changées, il n'y a aucun problème. Ils m'ont demandé d'en trouver d'autres. Et ce que je suis en faisait partie. Et je crois que ce qui nous a plu et ce qui a plu à beaucoup de lecteurs, c'est l'ambivalence du verbe, puisque l'ambivalence du verbe, puisque le verbe je suis peut être interprété comme le verbe être ou le verbe suivre, bien entendu. Et c'est quelque chose qui ressort beaucoup de cette histoire. On ne peut pas échapper à son héritage. On ne peut pas échapper aux personnes qui nous ont précédés. Et il faut à un moment l'accepter. On suit des gens et ces gens nous forment et nous permettent de devenir les personnes que nous sommes. Eh bien, merci beaucoup, Olivier.
Olivier pour ses réponses. Merci Jacques pour ces questions toujours aussi précises, pointues, intéressantes. On va appeler Guillaume qui va passer juste après, et puis surtout je vais donner maintenant la parole à Andréane Le Carpentier. Mais voilà, Andréane qui est directrice de la formation et de la communication au sein du réseau Capcom, voilà, qui est vraiment le réseau dans lequel nous évoluons presque au quotidien en matière professionnelle, et qui est, voilà, on peut dire une vieille compagnonne de route dans notre vie professionnelle, et voilà, et quelqu'un qui, je sais, est très très attentive chaque année à notre lauréat du prix du Métro Groupe. À toi, Lauriane. Absolument. Et, alors, je n'ai pas lu votre livre, et je serais donc ravie de passer du temps pendant cette fin d'année avec votre grand ami Marouane. Votre livre est sorti pendant la rentrée littéraire 2020 aux librairies fermées. Donc, j'ai deux questions. La première, êtes-vous bien distribué aujourd'hui dans toutes les librairies? Et puis la deuxième question, un peu plus sérieuse, même si vous avez dit que vous aimiez bien les prix qui ne se prennent pas au sérieux. Que pensez-vous de la littérature comme activité non essentielle? C'est très politique. Alors déjà, je vais vous couper un peu l'herbe sous le pied parce que mon livre est sorti en septembre 2019. Ah, d'accord. Donc il n'a pas eu, il a eu une petite vie quand même avant que Covid nous arrive dessus. Il a eu beaucoup de chance d'ailleurs parce que la presse s'en est emparée et en a parlé. Et les libraires aussi l'ont soutenu, et les bibliothèques, et les médiathèques, etc. etc. Et sa vie continue, le livre continue de se vendre, et je continue d'être sélectionné pour des prix. Là, il y a 3 prix de lycéens, 4 prix de lycéens, pardon, dans 4 régions différentes de France qui l'ont sélectionné. Donc, je vais faire une tournée dans toute la France, si je peux, à partir du mois de février. Et puis, là, il y a un prix qui vient d'être décerné à Hambourg. Enfin, bon, beaucoup de choses continuent d'arriver. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une amie, par exemple, qui a publié un bouquin le 5 mars et son livre est mort-né quasiment. Et ça, c'est très triste. C'est très triste parce que, surtout quand on sait la masse de travail que c'est, de s'atteler, c'est un vrai travail. Hein. Les gens s'imaginent que l'écriture, c'est l'inspiration arrive à 2 heures du matin et on se lève en pyjama et on va écrire pendant 5 heures. Non, c'est pas du tout comme ça. Hein. C'est vraiment, c'est un travail. C'est-à-dire qu'il faut se lever à une heure régulière, il faut travailler régulièrement. Et moi, j'ai la chance de pouvoir le faire. Mais je sais qu'il y a des gens parce que j'ai mis entre parenthèses ma carrière, mais il y a des gens qui jonglent avec une carrière professionnelle, avec des enfants, avec plein de choses comme ça et qui n'arrivent pas à trouver le temps. Donc, quand on sait la masse que c'est de publier un bouquin, c'est la masse de travail, c'est extrêmement dommageable et triste qu'il soit mort-né. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de livres qui sont sortis au printemps 2020. Est-ce que je pense que… Alors, donc, pour ce qui est de la promotion, j'ai répondu. Moi, j'ai bénéficié d'une promotion qui était antérieure à Covid. Est-ce que je pense que les livres ne sont pas un bien essentiel? Écoutez, c'est très politique. Je pense que… Je n'aime pas du tout ces mots fourre-tout. Je ne sais pas si on peut dire essentiel. Je crois que moi, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Est-ce que ça en fait quelque chose d'essentiel? Je ne sais pas. Est-ce que si j'étais au milieu du désert et qu'on me donne le choix entre une bouteille d'eau et un livre, je prendrais le livre? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a des considérations qui sont… je conçois très bien et je défends évidemment l'industrie du livre. Hein, je ne suis pas en train de polémiquer là-dessus. Mais vous savez, j'habite en Angleterre et là, dans un de nos journaux, le Guardian, il vient d'être publié que pour la première fois, l'UNICEF va envoyer de la nourriture aux enfants en Angleterre. Voilà, pour moi, c'est ça l'essentiel en fait. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant n'a pas assez à manger dans la 5e puissance du monde, voilà, je veux bien vendre toute ma bibliothèque pour qu'un de ses enfants puisse manger. Et bien entendu, je défends l'industrie du livre, je suis pour ça, je suis très privilégié parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance avec ce premier roman, mais il faut s'entendre sur ce qui est essentiel. Je crois que oui, la culture est essentielle pour pouvoir s'évader, pour éviter les problèmes de santé mentale qui vont sans doute
nous poursuivre pendant plusieurs années. Oui, de ce côté-là, je pense. Mais il ne faut pas oublier que nous n'avons pas tous les mêmes priorités. Merci Olivier pour ces réponses et merci Andréane pour votre participation. Et maintenant, j'appelle Guillaume Courtier, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Lille 2 et directeur du master de sciences politiques. Bonsoir Guillaume, je crois que votre micro est coupé par contre. Votre micro est coupé, voilà. Alors, bonsoir, j'espère que vous m'entendez, faute de me voir. C'est parfait, c'est On parfait. vous voit aussi. Parce que j'ai une connexion, comme Olivier l'a dit, de provincial Non, c'est parce que j'ai dit. Numérique. Alors, d'abord, toutes mes félicitations. Je m'apprête à vous lire avec un aussi vif plaisir que vos prédécesseurs dans ce prix. Et je voudrais revenir dans deux questions sur des points que vous avez déjà abordés, mais qui m'intriguent toujours. Le premier, c'est est-ce que vous avez présent à l'esprit le moment où votre écrit est devenu un ouvrage? C'est-à-dire où vous vous êtes dit, tiens, je ne suis plus en train de me raconter une histoire ou d'écrire comme ça, je suis en train vraiment d'écrire un roman. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez identifier dans votre propre histoire dans ce manuscrit? Et puis la deuxième question, c'est sur les relations avec l'éditeur. Vous avez déjà donc précisé son rôle dans le titre, dans le deuxième manuscrit, son rôle dans la navette et la réécriture. Est-ce que vous êtes ressorti de cette première expérience avec ce qu'on appelle des remords en peinture, c'est-à-dire des scènes que vous souhaitez quand même mettre quelque part un jour, ou des éléments qui sont vraiment importants, mais qui ont été des concessions faites à l'éditeur? Voilà mes deux questions. J'espère qu'elles sont passées à travers le filtre d'Internet. Alors, merci pour vos questions. Je ne sais pas exactement si je peux identifier quand le manuscrit est devenu un roman, mais bizarrement, bon, pour le premier roman, on n'a pas d'éditeur, donc on ne discute pas avec les éditeurs jusqu'au moment où on envoie le manuscrit et les éditeurs peuvent revenir vers vous et vous dire là, il y a des choses qui pêchent, là, il y a des choses qui sont bien, mais il faudrait réécrire. Dans mon cas, tac, 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 ce sont des anglicismes, parce que ça très souvent, il y avait du rouge, anglicisme, anglicisme, anglicisme. Et donc, mais pour le premier roman, on n'a pas de discussion avec un éditeur au moment de la création du roman. En revanche, comme je disais, moi j'ai 4 lectrices, parce que je trouve que les femmes, souvent, surtout pour les romans, elles ont une émotion, une sensibilité qui est particulière, et donc leurs retours sont et puis surtout elles sont assez cash. Donc à part ma mère qui évidemment. Mais pour les retours, les femmes sont assez directes et j'aime ça, et elles vont vraiment derrière les mots. Donc, j'ai fait lire quelques chapitres à une amie qui est marocaine et qui habite à Londres. Et c'était plus pour voir si je me fourvoyais en parlant d'une culture qui n'est pas la mienne, et pour être rassurée et pour voir si elle pouvait m'aider aussi. Et donc, c'est elle qui… Il y a très peu il n'y a pas de passage d'ailleurs, il y a des petits mots comme ça en dialecte marocain, et puis quelques petites choses sur des accents, etc. Et c'est elle qui m'a aidé. Et en fait, c'est elle qui m'a persuadé de poursuivre sur ma lancée en me disant que je m'étais vraiment mis dans la tête d'un fils de Marocain en France. Et ça, c'est formidable, parce que ce genre de validation, ça vous donne des ailes. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, peut-être que je tiens quelque chose, peut-être que ces 3 chapitres que j'ai proposés à Imen, elle s'appelle, ont une chance de constituer un livre un jour ou l'autre si je m'y attelle. Voilà, donc c'est sans doute ce moment-là qui a été la validation de ma première lectrice, qui a été générateur de ce que pouvait devenir un roman. Ensuite, pour ce qui est des frustrations des éditeurs, c'est-à-dire ce que les éditeurs vous demandent d'enlever ou d'ajouter ou de réécrire, eh bien, ça va être une histoire différente pour le deuxième roman, puisqu'on est déjà en discussion là-dessus.
Mais pour le premier, il y avait très peu de choses à enlever parce que j'ai donc une formation d'avocat et je suis extrêmement pointilleux. Mais c'est maladif. Hein. Vous verriez chez moi, il y a pas une paire de chaussettes qui traîne. Donc j'ai un vrai problème là-dessus. Les choses doivent être très carrées. Et parce que quand j'étais avocat, je ne pouvais pas envoyer un contrat à un client s'il y avait une virgule qui manquait. Donc je relis 25 fois. Et écrire, c'est réécrire. Et en fait, relire permet de réécrire à chaque fois. Il faut s'en affranchir un petit peu parce que sinon, on n'avance jamais. On bosse toujours sur le premier chapitre, le deuxième à la limite, mais on n'avance pas dans l'histoire. Il n'y a eu aucune frustration sur le premier roman, mais lorsque j'ai envoyé le manuscrit, j'ai envoyé une lettre juste derrière en disant « Je ne suis pas content de la fin ». En fait, je n'étais pas fier de la fin. Et j'ai dit à mes éditeurs « Si vous pensez que ce manuscrit a une chance dans votre maison d'édition, je réécrirai la fin parce que je ne suis pas fier de cette fin ». J'avais un petit peu pris des raccourcis sur la fin. Et j'ai réécrit la fin entièrement en 3 semaines. Pour être dans les délais de mes éditeurs. Donc oui, de ce côté-là, il n'y a pas eu de frustration parce qu'au contraire, leur critique a été une validation de quelque chose. J'espérais passer entre les gouttes et en fait, ils ne m'ont pas laissé passer entre les gouttes et tant mieux parce que sinon, je pense que la fin aurait été médiocre. Bon, eh ben, merci beaucoup Guillaume, merci Olivier. Ces échanges passionnants pourraient se prolonger toute la soirée, mais quand on est en ligne, il faut faire court. Alors, je vais dire quand même quelques petits mots pour conclure, si vous le voulez bien. D'abord, bien sûr, remercier tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette soirée. Alors Sandra, bien sûr, qui s'investit sans compter du début de l'année jusqu'à la fin pour que ce soit une belle fête. Toute l'équipe d'Epicéum, bien sûr, là, qui s'affiche sous vos yeux, qui contribue aussi en lisant les livres, en nous challengeant dans nos discussions littéraires du déjeuner, voilà, à faire vivre aussi ce prix au sein de notre équipe toute l'année et puis bien sûr qui surtout donne sans compter son énergie pour vous accompagner, vous, nos clients, vous, nos partenaires, dans nos différentes missions. Bien sûr, Estelle Sarah, que je voudrais remercier chaleureusement pour avoir rempli avec autant de chaleur et de sympathie son rôle de présidente du jury au cours de cette année 2020. Je ne doute pas qu'Olivier sera un digne successeur de ce rôle, qui est un vrai rôle exigeant aussi, hein, de président du jury. Nos partenaires, Fontaine aux livres, les 3 libraires du quartier font les nouveautés, Livre à lire et les guetteurs de vent, voilà. Bref, voilà, c'est vraiment une aventure collective ce prix et je voulais remercier tout le monde d'avoir joué le jeu et de faire en sorte que ce soit une fête chaque année. Je voudrais vous donner rendez-vous sur le site du prix du Métro Goncourt, dont l'adresse va s'afficher sur vos écrans, parce que sur ce site, on peut y faire des commentaires de lecture. Donc, quand vous aurez reçu le livre et que vous l'aurez lu, eh ben, n'hésitez pas, bien sûr, à aller poster vos commentaires et les échanges qu'on a pu avoir ici pourront continuer en ligne tout au long de l'année, sur les réseaux sociaux aussi, avec les hashtags qui s'affichent, qui ne s'affichent pas, mais qui sont pris du Métro Goncourt avec le hashtag qui va bien. Je voudrais vous encourager aussi, nous on vous l'offre ce livre, vous allez le recevoir dans vos boîtes aux lettres, j'espère avant Noël, mais n'hésitez pas vous aussi à aller en librairie, acheter le livre pour l'offrir à votre tour. Vous verrez voilà, sur l'image qui s'affiche que ce livre est en très bonne compagnie avec, entre guillemets, le vrai prix Goncourt, en tout cas dans les librairies partenaires de notre quartier, mais ailleurs vous le trouverez aussi. Donc allez-y et contribuez à cette chaîne de transmission qu'on essaye d'impulser avec notre modeste initiative. Et puis, je voudrais terminer, puisque c'est la tradition, en vous souhaitant, bien sûr, tous nos meilleurs vœux au nom de toute l'équipe d'Epicéum pour l'année 2020, qui ne pourra pas, pour l'année 2021, voilà, qui ne pourra pas être pire que l'année 2020, je crois, en tout cas, je l'espère. Et puis, je vous donne rendez-vous peut-être au métro Place des Fêtes, puisqu'on a filé cette métaphore ce soir, mais plus probablement quand même encore au métro Goncourt l'année prochaine pour la 14e édition du prix du métro Goncourt, et cette fois, je l'espère, en chair et en os, pour pouvoir trinquer et boire du champagne toute la soirée autour
de Olivier Blanchon qui sera là en tant que président du jury, et puis d'un nouveau lauréat qu'on va découvrir avec passion en lisant des livres tout au long de cette année à venir. Merci, merci encore à tous, bravo à Olivier et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci.